Aussi un grand merci pour toute l'équipe Education Insight, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui a été fait. Et là, on peut vraiment dire aussi que l'équipe française et européenne a fait un travail qui était significativement plus intéressant et plus développé que l'équipe américaine en éducation. Alors pour d'autres raisons, hein, parce que il y a eu des problèmes budgétaires qui font que la NASA s'est fait retirer le droit de faire de l'éducation et du coup le budget a disparu au début de la mission. Bon, il y avait un peu de gag interne au système américain, mais néanmoins ça a été une source d'inspiration, je pense, pour nos collègues américains. Et puis surtout, merci à tous les enseignants qui ont relayé les données et qui ont expliqué comment dire les objectifs de la mission, la difficulté de faire des analyses. Donc un grand merci à vous parce que c'est bien beau les équipes éducation, mais si vous n'étiez pas là sur le terrain, ça n'aurait pas servi à grand chose tout ça. Et donc c'est vraiment très agréable pour la communauté scientifique que je représente de savoir qu'il y a eu beaucoup d'adolescents qui ont vu ces données-là et qui vont, je l'espère, continuer à les voir. Alors quand je suis arrivé dans la salle, j'ai vu l'image que vous aviez choisie en introduction. Alors je me suis permis de me présenter. Voilà, donc je suis Philippe Jognonnet. Et donc ça a été pris à Marseille. Hein, donc ça a été un peu recomposé au style marseillais. Voilà, mais vous comprendrez par la suite qu'il y a une autre idée dans cette image, c'est que ça va continuer. Et donc je vous laisse imaginer où ça va continuer Insight après Mars. C'est indiqué sur l'image. Bon, voilà. Et donc aussi, évidemment, c'est une mission spatiale. Une mission spatiale, c'est beaucoup de gens qu'on ne voit pas beaucoup. Beaucoup de gens qui travaillent sur l'opération de la mission, le fonctionnement du lander, l'acquisition des données, la transmission des données du JPL au CNES, la fabrication des données. Et donc vous avez un avant-goût là surtout de l'équipe technique ici. Il y a un certain nombre de scientifiques, mais il y a surtout beaucoup d'ingénieurs qui ont contribué à cette mission. Voilà. Comme je vois certains qui prennent des photos, à peu près tout est libre sauf les 2 slides de la fin. Et vous aurez... alors il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, il y a des choses que je peux vous montrer en vous demandant de ne pas tweeter, c'est plutôt à la fin de ma présentation. Voilà. Alors, Insight, évidemment, pour la sismologie, c'est une des grandes étapes. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des nouveaux parmi vous. On m'a dit oui, il y avait quelques nouveaux, donc du coup, je vais rappeler quelques points que j'avais déjà montrés dans le passé. En gros, la sismologie des planètes, c'est quelque chose qui est apparu il y a, évidemment, beaucoup plus qu'un siècle, hein, avec des instruments qui permettaient de détecter la direction des séismes en Chine. Ça, c'était plutôt pour des aspects administratifs. C'était un petit peu l'idée était de savoir dans quelle province il y avait eu des gros séismes. Mais disons que le grand début de la sismologie terrestre, c'est grosso modo la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, grâce à des astronomes au passage, parce que les premiers sismomètres, en fait, avaient comme but essentiel d'essayer de détecter ces vibrations qui foutaient le bazar sur certains astronautes, sur certains télescopes, en particulier donc à Potsdam. Et c'est à Potsdam qu'a été fait la première mesure de séisme lointain. Avant, il y avait déjà eu des mesures de séisme. Et ça, c'était donc à la fin du 19e siècle, en 1880 à peu près. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez récent, finalement, qui a 150 ans sur Terre. Et ce qui est intéressant, oui, vous aviez le premier... Le premier sismogramme, je veux dire, historique ici, à longue distance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dès le début de l'exploration planétaire, donc Sputnik 1, 58, en fait,
il y a eu des papiers à l'époque de Frank Press qui ont dit finalement si on va sur la Lune il faut faire de la sismologie, et les premières missions avec des sismomètres pour l'exploration lunaire ont été lancées en 61. En 61 vous avez eu 3 missions. Donc, vous voyez c'était 3 ans après Sputnik 1, on commençait déjà à faire de la sismologie sur la Lune. Ça a été 3 échecs avec 3 missions qui ont été lancées en 6 mois. C'était une époque où on lançait les missions et on n'avait pas le temps de les réparer, de corriger les erreurs, et il fallait attendre 2 lancements pour pouvoir corriger les erreurs. Et donc, évidemment, après la Lune, on s'est dit Mars. Mars a été fait une première fois à l'époque de Viking, en 1976. Ça a été un échec, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les sismomètres étaient restés sur le pont de l'atterrisseur, et donc étaient très sensibles au vent. Par la suite, il y a eu une autre tentative en 1996. Donc moi j'étais déjà dans le domaine à cette époque-là, donc j'étais responsable de cet instrument qui a plongé dans le Pacifique lors de la mission Mars 96. Et puis ensuite, il nous a fallu un certain temps, beaucoup de constance, c'est une façon positive de dire d'autres choses, pour y arriver. Voilà. Un jour, Fabienne Casoli, qui aujourd'hui est directrice de l'Observatoire de Paris, avait dit le Lyonnais, c'est celui qui rentre par la porte avec la sismologie sur Mars, et quand on le met à la porte, il rentre par la fenêtre de nouveau, pour parler des comités du CNES, évidemment, où ça se décidait. Bon, voilà. Alors, donc finalement, l'objectif d'Insight, c'était de refaire la sismologie d'il y a un siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une planète où finalement vous ne connaissez pas grand-chose à l'intérieur. Et l'objectif était de faire vraiment les choses simples. Finalement, ce que vous retrouvez dans des livres de cours sur la structure des planètes. Quelle est l'épaisseur de la croûte? Est-ce que la croûte est stratifiée? Quelle est la structure du manteau? Est-ce qu'il y a des discontinuités dans le manteau? Est-ce que le noyau est liquide ou solide? À vrai dire, on avait un peu triché quand on avait mis ça, parce qu'on savait déjà plus ou moins qu'il était liquide. Mais bon, on avait quand même mis ça pour dire qu'on allait le vérifier. Le rayon du noyau, ça on ne le savait pas du tout. La densité du noyau, le flux de chaleur, l'activité sismique, est-ce qu'il y a des zones actives, et puis quel est le flux de météorites. Et donc ça, c'était vraiment les connaissances avant le lancement de la mission. Et vous voyez, dans chacun des cas, c'est finalement des observations qui sur Terre avaient été faites au début du XXe siècle, avec la détection du MOO par Morovici, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé MOO par la suite. Oldham, un sismologue américain qui avait découvert le noyau, etc. Donc c'était vraiment l'objectif de cette mission. Alors pour ça, on a utilisé tout l'ensemble d'instruments géophysiques. Je vais surtout parler du sismomètre que vous avez, dont vous avez utilisé les données. Mais évidemment, sur cette mission, il y a d'autres choses. Il y a une expérience de rotation qui... Alors là, je ne peux pas vous parler parce que le papier est en review dans Science, qui en gros va trouver à peu près la même chose que ce qu'on a trouvé sur le noyau de Mars, en termes de taille et de structure. Vous aviez une expérience de flux de chaleur, donc là malheureusement je peux vous en parler beaucoup parce que ça a échoué, donc il n'y a pas de mesure de flux de chaleur faite par cette expérience, mais on verra que le sismomètre a mesuré indirectement le flux de chaleur de la planète. Et puis il y avait surtout un ensemble de capteurs météo, et qui ont fait vraiment des choses très nouvelles. Ça peut sembler un peu étonnant. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'il y avait des capteurs météo qui marchaient en permanence. Alors que sur toutes les autres missions martiennes, le capteur, il marchait de temps en temps, la nuit, le jour, mais il n'y avait pas de série temporelle permanente. Et évidemment, il y avait le sismomètre, qui est une collaboration internationale, sous maîtrise d'œuvre du CNES, dont l'IPG était responsable pour la partie scientifique. Et l'IPG était aussi responsable du capteur large bande, qui est, on va dire, celui sur l'essentiel, pour lequel l'essentiel de la science est faite aujourd'hui, parce que les autres capteurs se sont avérés un peu trop bruités. Voilà. Alors, donc avant de parler que du sismomètre, je vais quand même vous montrer un exemple
qui est assez amusant, qui est assez instructif, qui est assez pédagogique sur la façon dont on peut faire de la science avec plusieurs capteurs et d'une manière finalement assez simple. Alors, sur cette mission, on a donc un radiomètre. Alors, donc, après le Covid, on sait tous que c'est un radiomètre, hein, plus ou moins. C'est plus ou moins le même truc que ce qui est utilisé pour avoir la température dans les aéroports. Sauf que là, ça va mesurer la température du sol. Et ce qui se passe de temps en temps, c'est que Phobos ou Deimos, mais Phobos est plus gros, va passer devant le Soleil. Donc ce faisant va obscurcir le flux solaire. Et donc du coup, ça va refroidir la surface de Mars. Et ici, vous avez un exemple d'éclipse de Phobos sur la température. Donc vous voyez, vous avez une chute ici de 2 degrés, presque 2 degrés, 1,5 degré de la température qui est associée à ce passage assez rapide de Phobos. Donc ça, c'est des choses qui ont été mesurées. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, quand vous avez Phobos qui passe, le sol a une chute de température qui est ici, mais évidemment les panneaux solaires qui sont où les panneaux solaires? Ils doivent être ici. Les panneaux solaires ont moins de soleil, donc du coup ils débitent moins de tension. Le magnétomètre qui est sensible au courant des panneaux solaires va avoir un signal qui est associé à la chute de tension électrique des panneaux solaires. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que le sismomètre détecte aussi un signal. Alors le signal, d'où est-ce qu'il vient? Il vient tout simplement du fait que quand on a une petite chute de température ici, la partie qui était sous les panneaux solaires et donc qui était à l'ombre à sa température qui est constante, ici on a une chute de température et donc ça veut dire que le sol va se déformer, il va y avoir une petite déformation du sol et en fait le capteur qui est ici détecte cette déformation du sol qui est juste un problème de contraction thermique. Donc c'est une façon assez amusante finalement de voir qu'avec pas mal d'instruments on est capable de faire des choses. Alors comme je suis dans le soleil, j'espère que vous voyez bien ça. Donc ça c'est l'image qui a été prise au début de la mission. Donc comme vous le voyez, tout est propre, c'est super. Et on est encore sur le pont de l'atterrisseur. Alors, sur le pont de l'atterrisseur, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on était resté sur le pont de l'atterrisseur, ça aurait été la catastrophe. Et donc, on est vraiment aujourd'hui tributaire du succès de ce déploiement. Pourquoi c'était la catastrophe? Parce que, en fait, vous avez ici le résumé des choses. Ici, vous avez la vitesse du vent, et puis ici, vous avez l'amplitude du signal, et puis ça, c'est les mesures qu'on a faites quand on était sur le pont. La ligne rouge, c'était le bruit de Viking, et puis la ligne verte, c'est le bruit qu'on avait sur le pont d'Insight. Autrement dit, si le sismomètre était resté sur le pont, c'était encore pire que Viking, et aujourd'hui, on ne serait pas là parce que la mission aurait été un échec cuisant de sismologie. Ça aurait été bien pour les gens qui font du vent, parce qu'ils auraient utilisé un bon capteur de vent, mais ce n'était pas forcément ce qu'on souhaitait. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que c'était le même atterrisseur avec 3 pieds, un des pieds, sauf qu'il avait des grands panneaux solaires et donc du coup une portance beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'on avait fait tout pour déployer le capteur à l'extérieur. Donc ce capteur, nos capteurs sont dans cette petite sphère sous vide qui est protégée par une protection thermique, une protection éolienne, avec un câble qui est franchement à refaire, mais qui a été très compliqué à faire, mais néanmoins à refaire. Mais il marche bien, mais il est très rigide et qui affecte un petit peu les données. Et donc ces capteurs que vous voyez ici, c'est les capteurs VBB, qui sont obliques. En fait, ils sont donc entourés de tout un ensemble de protections, ce qui fait qu'à la fin, ils sont extrêmement peu bruités quand il n'y a pas beaucoup de vent. Alors, donc vous avez tous déjà vu les données sur Mars. Donc la première chose que vous avez vue, c'est que jour après jour, les données se ressemblent. C'est un exemple. Alors elles se ressemblent parce que les variations de température sont à peu près les mêmes. Elles se ressemblent parce que chaque jour, le vent se lève quand il fait jour.
parce que le sol est chaud, et puis chaque jour, vous avez ces craquements que vous détectez sûrement, vous auriez bien aimé les enlever. Nous aussi d'ailleurs, on essaie de les enlever, et bon, inexorablement, ils sont toujours là. Alors, pourquoi est-ce que de temps en temps les données semblent pas belles, hein? En fait, le problème, c'est que c'est des données qui sont extrêmement belles en soi, c'est-à-dire que c'est des données de très très petite amplitude. Finalement, le point fondamental, c'est que tous ces problèmes qu'on voit, en fait, sur Terre, on ne les verrait pas parce qu'on aurait le bruit microsismique de la Terre. Et là, on est sur un endroit où il n'y a pas ce bruit qui masque tout. Et donc, tous ces petits craquements thermiques, en fait, ils existent sûrement aussi sur Terre, sauf qu'on ne les voit pas. Et puis, en plus, sur Terre, on met rarement un sismomètre, dans un toaster le jour et dans un congélateur la nuit, parce qu'il faut quand même voir que le câble qui est dehors, il a 100 degrés de variation de température. Alors, encore une fois, pour les physiciens que vous êtes, 100 degrés de variation de température, on mesure des déplacements qui sont de l'ordre de l'angstrom, d'accord ? Donc vous imaginez que juste la dilatation thermique d'un truc de 100 degrés, ça fait un peu plus qu'un angstrom, donc c'est pas complètement idiot que ça craque. C'est vraiment le point important, c'est-à-dire que ces données-là, en fait, c'est les données que vous avez, c'est des données vraiment de très très bas bruit. On est ici à peu près à 10-10 mètres par seconde carrée par racine de Hertz. Donc c'est pas grand-chose. Et donc c'est tellement pas grand-chose qu'on avait eu la visite de notre précédent Premier ministre à l'IPG, et puis on lui avait expliqué qu'est-ce que c'est un sismomètre sensible, et je lui avais dit ce sismomètre est tellement sensible qu'il est capable de détecter votre attraction gravitationnelle sur moi. Alors et là j'ai vu qu'il n'était pas scientifique quand même. Voilà, donc je donne pas de nom volontairement, mais donc le point clé, c'est que si en fait on masquait tout ce qu'on ne peut pas voir sur Mars, en fait, en gros, tout ce que vous faites, on ne pourrait pas le faire. Pour être à peu près franc, il y aurait peut-être 5% des séismes qui ont été détectés, qu'on aurait détectés sur Terre. Voilà. Alors donc, donc vous avez la réponse. Donc mon attraction gravitationnelle, c'est cette flèche-là, moins 164 décibels, c'est-à-dire 10 moins, c'est à peu près 2, 10 moins 9, voilà. Moi j'ai calculé ça. Bon, le problème c'est que si je dis ça, vous allez connaître mon poids, donc c'est pas bien. Voilà. Donc en fait, moi je suis à peu près ici, et puis notre résolution c'est à peu près ici, 10 moins 10 mètres par seconde carrée par racine de Hertz, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle de 1,5 kg à 1 mètre de distance. Voilà. Donc ici vous avez ce que je peux vous montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est vers 1250, 1260 pour le sol, je ne me rappelle plus exactement. Et donc on a presque fait 2 années de mission. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'en gros, au coucher du soleil, on est dans ces couleurs-là, c'est-à-dire très peu de bruit. Et puis le vent commence à se lever en fin de nuit. Et puis ça commence à souffler, et puis surtout quand le vent se lève le matin, ça tambourine, le bruit se déforme en permanence à cause du vent. Et une façon de voir les choses, c'est de comparer ces deux images, où vous avez d'une part ici le signal sismique, et puis ici vous avez la vitesse du vent. Et donc vous voyez que c'est très corrélé, toute la partie claire ici, c'est la partie sombre où on a du vent qui est fort. Donc au début de la mission, quand on n'avait pas encore de séisme, on a beaucoup utilisé le vent, et on a beaucoup utilisé le vent pour essayer de détecter les déformations du sol qui sont associées à ces petits dust devils, donc ces petits démons du vent, que vous pouvez voir d'ailleurs dans des
des déserts ou que vous pouvez voir assez couramment après les moissons. Donc si vous allez dans des champs qui viennent juste d'être moissonnés, en général, on les voit bien parce que le reliquat de la moisson donne des poussières qui sont des bons marqueurs pour les tourbillons. Donc c'est des choses qu'on voit assez fréquemment chez nous dans les champs qui viennent juste d'être fauchés. Et donc ces pressure drops, en fait, sont associés à une dépression. La dépression aspire le sol, donc du coup le sol se remonte et le capteur est capable de déterminer et de détecter en fait cette déformation du sol. Et donc évidemment en fonction, comme on connaît la force, qui est la pression, par unité de surface, comme on connaît la réponse, on en déduit l'élasticité du sol et suivant la taille et la fréquence donc, du signal, on est capable de sonder plus ou moins profondément. Donc ça, on l'a fait d'une manière assez systématique. Typiquement, ces pressure drops ont un poids négatif qui varie entre celui d'un petit chien ou celui d'un rhinocéros pour les plus gros, donc ça peut être assez conséquent. De temps en temps, on les voit aussi avec des images satellitaires. Donc du coup, on a leurs traces. Vous avez une trace ici, vous avez une autre trace ici. Puis de temps en temps, ils passent tellement près de l'inside qu'on voit la trace aussi avec notre imageur. Et quand on a tout ça, on peut les analyser. Ici, vous en avez 200, vous voyez, qui sont représentés avec les données de pression. Ici, vous avez les données sur les 3 axes du capteur. Et avec ça, on en détermine la réponse élastique. Et une fois qu'on a la réponse élastique, on en détermine la structure du sol. Et ça nous a permis de mettre en évidence le fait que dans les premiers mètres, on avait un sol faiblement consolidé. Puis, un peu plus profondément, en fait, on avait un sol qui était beaucoup plus rigide. Et aujourd'hui, vous voyez, on a des modèles comme ça qui nous permettent d'explorer jusqu'à 50 mètres à peu près la structure du sol avec ces capteurs-là. Donc ça, c'était déjà le premier succès sans les séismes. Donc comme vous savez, on a eu beaucoup de séismes. Et les séismes sur les données, pour les voir, il faut utiliser les données de spectrogramme. C'est vraiment là où on le voit mieux. Donc je vous rappelle, un spectrogramme, ça vous donne l'énergie en fonction du temps que vous avez ici, puis en fonction de la fréquence que vous avez ici. Et puis assez souvent, on a représenté ici la fréquence au-dessus d'un Hertz, et puis on a représenté la période en dessous d'un Hertz, c'est-à-dire au-dessus d'une seconde. C'est symétrique parce que c'est des échelles logarithmiques. Et donc, cette énergie, vous l'avez ici sur les données. C'est vraiment des bursts d'énergie. C'est très différent de ces grandes lignes que vous avez durant le jour, qui sont, en fait, toutes ces lignes, c'est des pressure drops qui passent. Donc vous voyez, la journée, il y a sans arrêt de la turbulence qui arrive. Et puis vous avez aussi ces lignes horizontales. Et ça, ces lignes horizontales, c'est les vibrations du lander. Le lander, en permanence, il vibre comme ça. Et donc, alors, je ne vais pas vous parler des vibrations à 2,4 Hz, qui sont un grand débat pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc après 3 ans, on se chamaille toujours. Il y a toujours des irréductibles qui n'ont pas changé d'avis sur l'origine artificielle, d'autres irréductibles sur l'origine naturelle. Alors c'est peut-être un mélange des deux. Mais disons qu'on est quand même assez sensible à ces vibrations-là. Alors ça, c'est pas un grand scoop. À chaque fois qu'il y a un gros séisme et que vous mettez un sismomètre à côté d'un bâtiment, en fait, on détecte après le séisme les vibrations du bâtiment. Ça, c'est un grand classique, des mesures de risque sismique. Et finalement, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on fait un peu la même chose, c'est que notre bâtiment, c'est le lander. Et en fait, en permanence, on mesure les vibrations du lander. C'est pour ça que vous avez ces signaux-là. Je ne vais pas reprendre tous les séismes. Je vous rappelle les 2 premiers. Le premier, haute fréquence, en avril 2019. Que vous avez ici, donc un signal assez fort finalement, celui-là on l'aurait vu sur Terre, mais qui était assez haute fréquence et qui au début nous a posé pas mal de... Alors normalement il y a du son, mais je pense qu'il n'y aura pas de son, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. Voilà, et normalement ça part dans le truc... alors bon, en tout cas... Ah si.
Vous entendez un peu? Alors, alors où est le haut-parleur? Ah ouais. Bon, donc il y avait un peu de son. Hein, voilà. Et j'aurais dû le dire. Bon, voilà, il y avait un peu de son, donc il va falloir être attentif. Imaginez que c'est un portable d'adolescent, et donc il faut l'entendre parce qu'il a mis la sonnerie qu'on n'entend pas. Bon, ensuite, on a eu un peu plus tard un autre séisme. Cette fois-ci, c'était un séisme longue période. Et là, ici, vous avez ce séisme sur des données presque brutes qui ont été un peu déglitchées en accélération du sol. Donc, vous voyez que ce n'est pas des gros signaux. Hein. Vous avez ici donc 2 10-8 mètres par seconde carrée d'accélération, donc à peu près un milliardième de la gravité martienne. Et donc, et là, c'était vraiment un grand bonheur de voir ça, dans la mesure où on avait une première arrivée claire et puis une seconde arrivée claire. Donc on avait ces ondes P, ces ondes S, hein, que tous les sismologues recherchaient. Et ce séisme était à peu près localisé à 1600 km à l'est d'Insight, magnitude 3, 3.5. Aujourd'hui on est plutôt à 3.2, donc ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Et donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça nous a permis de commencer à faire de la sismologie comparée, c'est-à-dire comparer des signaux sismiques sur Terre, que vous avez ici, sur Mars, un signal basse fréquence, que je viens juste de montrer, puis un signal haute fréquence, celui d'avant, par rapport à la sismologie sur la Lune. Et ce que vous voyez déjà, c'est que la durée du signal, en fait, est très différente. En gros, sur Terre, c'est très court, sur Mars, c'est un peu plus long, et puis sur la Lune, c'est très très long. Et qu'est-ce que ça veut dire? Plus c'est long, plus ça veut dire que les ondes se propagent longtemps. Et en fait, c'est d'autant plus long qu'on a ce qu'on appelle de la diffusion multiple, de la diffraction. Autrement dit, que les ondes vont réverbérer comme ça contre des interfaces et se propager sur des grandes distances. Et ça, c'est vraiment une spécificité en fait de cette comparaison de 3 planètes. Ça nous dit aussi des choses sur les quantités de fluides, c'est-à-dire des processus absorbants. Sur Terre, ça absorbe relativement beaucoup. Sur Mars, moins que sur Terre. Et puis sur la Lune, encore moins que sur Mars. Et donc ça, c'est un autre point qui est intéressant et qui est important. Alors, ce n'est pas un énorme scoop, parce que finalement, on s'y attendait, mais c'était toujours mieux de le voir avec des données que de l'imaginer par la pensée. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc à 1240 sols, on a 1300 séismes qui ont été détectés et une petite centaine qui sont surtout des séismes basse fréquence qui sont les plus intéressants du point de vue de la structure interne de la planète profonde, hein, c'est-à-dire tout ce qui se passe à, on va dire, plus que 5 km de profondeur. Et tous ces séismes-là sont représentés ici. Alors, vous n'en avez pas beaucoup là, d'accord? Vous n'en avez pas beaucoup là. C'est pas parce que Mars est tranquille durant le jour et qu'il craque que la nuit, c'est tout simplement parce que durant la nuit, on n'a pas beaucoup de bruit, dont on détecte ces événements. Mais pendant le jour, en fait, on détecte que les gros, et tous les petits, ils sont complètement perdus dans le bruit. Donc il y a sûrement peut-être des choses à faire si quelqu'un arrivait à enlever ce bruit-là, et c'est des choses sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Voilà. Je vous donne 2 exemples, 2 gros événements. Le jour de Noël, donc Sol 1000, donc on a eu un énorme événement qui est ici, voilà, et dont vous entendrez parler cet été, sur lequel je ne vais pas beaucoup parler, mais qui est très important. Bon. Donc celui-là, les données existent, vous pouvez même les regarder. Par contre, ces données-là, vous ne pouvez pas les regarder avant le 1er octobre. C'est donc le très gros séisme qu'on a détecté le jour 1222 sur Mars, c'est-à-dire début mai sur Terre. Les données donc, seront disponibles le 1er octobre et c'est un séisme de magnitude 4.7. Au début, on pensait que c'était presque 5, mais on a un peu révisé la magnitude. Et c'est vraiment l'enregistrement qu'on aurait aimé avoir en dizaines, et Dieu merci, on en a eu un.
Et c'est vraiment, c'était une belle, comment dire, surprise. Donc cet événement, en fait, à 1222A, vous l'avez ici, donc magnitude 4.7 à peu près 2250 km à l'est d'Insight. C'est le premier séisme avec des ondes de surface. Ça a été dit ça a été dit, donc je peux le dire. Les ondes de surface, elles sont ici. Et vous savez que les ondes de surface, c'est des ondes qu'on appelle dispersives, parce qu'à longue période, elles se propagent plus profond qu'à courte période. Et comme à longue période, les matériaux sont plus comprimés, donc leurs vitesses sismiques sont plus grandes. Et donc du coup, les ondes vont arriver avant. Et donc on le voit très très bien. On a eu des discussions pour savoir si on mettait le spectrogramme dans dans le communiqué de presse. Finalement, on a décidé de les mettre. Et donc n'importe qui comprend le spectrogramme est capable de voir qu'il y a des ondes de surface, elles sont ici. Donc ici vous avez la P, vous avez la S, et puis vous avez ce train d'ondes de surface. Voilà. On était un facteur 4 en dessous de la saturation de l'instrument. Et franchement, ça aurait été un peu bête de saturer. On avait deux gains, un gain fort, gain faible. Depuis le début, on était en gain fort parce que c'était mieux. Et donc... donc vous tendez l'oreille et bon, je sais pas, vous n'avez rien entendu. Il faudrait que je fasse les imitations, mais bon, vous trouverez ça sur les sites web. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu ça, donc on a quand même une bonne centaine de beaux séismes et puis un millier de craquements plus superficiels. Donc une sismicité qui est entre Mars et la Lune, qu'on peut maintenant assez bien quantifier. Alors avec tous ces séismes, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, d'où ils viennent. En fait, ici, vous avez une figure qui vous montre, en fonction de la distance épicentrale, la magnitude des séismes qu'on a détectés. Donc, il y a toute cette famille-là qui sont les séismes haute fréquence. Et ces séismes haute fréquence, on pense qu'ils viennent d'une distance à peu près entre 20 et 30 degrés de distance épicentrale, entre 1200 et 1800 km. Est-ce que c'est vraiment le même endroit ou pas? C'est encore ouvert. On a plutôt tendance de penser que ça vient du même endroit et ce n'est pas impossible que ça vienne de la région de Cerberus, sur lequel je vais dire quelques mots. Les autres, de magnitude 3 à 4.7, eux, ils viennent un peu de partout. On a tout un ensemble qui vient de Cerberus, que vous avez ici. Donc vous voyez que ce cluster-là et puis ce cluster-là ont à peu près la même distance, mais vous en avez tout un ensemble ici qui viennent un peu de partout, si je puis dire, et dont vous avez les distances qui sont représentées ici, les directions ici, et qui nous donnent des informations, parce qu'à chaque fois qu'ils vont se propager, les ondes sismiques vont acquérir l'information des endroits où les ondes se propagent. Voilà. Donc, la première grande découverte qu'on a faite, et ça c'était pas du tout évident. Alors il y avait des papiers qui prédisaient que la région de Cerberus-Fossé, qui se trouve ici, était une région active. On a réussi quand même à montrer qu'on avait des essaims de sismicité dans cette région de Mars. Et ça, d'une certaine façon, c'était vraiment une grande découverte. Je pense qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on pensait que la sismicité était plutôt diffuse, mais on n'avait pas... que peut-être dans le passé, il y avait eu des endroits qui étaient actifs, mais on n'était vraiment pas dans l'idée qu'on avait aujourd'hui encore des régions qui étaient plus actives que d'autres. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Alors, quand on utilise nos données, on est capable de calculer ce qu'on appelle des mécanismes au foyer qui vont nous donner des informations sur la direction, des failles. Et ici, vous avez un des résultats de ces études qui vous trace en fait les failles et puis qui vous montre les mécanismes au foyer. Et en général, on a quand même l'impression qu'on a une relative corrélation, on va dire, des directions des failles avec les mécanismes au foyer. Le séisme 1222, il se trouve ici,
hein, donc près de ce petit volcan là. Et les premières analyses nous montrent aussi que le mécanisme est peut-être avec un plan de faille qui est effectivement dans cette direction-là. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir des informations sur la croûte, hein, de savoir quelle est la propagation des ondes. Quelle heure est-il? Et donc j'ai été jusqu'à... C'est ça, hein? Non, c'est bon. Et donc tout ça, ça nous a permis d'avoir des informations sur la croûte, hein. Donc pour ça, on a utilisé typiquement des techniques de sismologie où le signal émergent est converti en un autre signal, donc c'est plutôt des conversions de P en S ou de S en P, hein, on appelle ça des fonctions récepteurs. Et ensuite, hein, donc ce signal émergent converti, on va le corriger du signal direct, et ça nous permet d'avoir la distance en temps de propagation de la discontinuité qui génère la conversion. Et donc on a utilisé ça, ça nous a permis de mettre en évidence qu'on a à peu près 10 km ici qui sont a priori associés à des vitesses sismiques faibles. Et la seule façon d'expliquer ces vitesses sismiques faibles, c'est d'imaginer que dans un lointain passé, on a eu une altération de la croûte, une très forte fracturation, et peut-être avec a priori de la circulation d'eau qui a généré cette altération. Donc je ne dis pas qu'il y a de l'eau encore aujourd'hui, mais disons que le résultat de cette altération du passé a généré ces 10 km de croûte très altérée. Donc ça c'est intéressant parce que ça sous-entend quand même qu'il y avait une activité hydrothermale significative dans la croûte martienne, au moins sous le site d'atterrissage d'InSight. Donc il y a tout un ensemble d'articles qui sont en cours pour un petit peu stratifier les propriétés et qui vont être publiés je pense, dans les 6 à 1 an qui viennent. Voilà, donc tout ça à chaque fois, donc ça a utilisé cette technique, encore une fois, donc l'onde directe qui arrive, qui va se convertir en plusieurs phases, et puis ensuite on analyse tout ça pour avoir la distance en temps de propagation, de ces discontinuités. Alors ça nous a donc permis, de nouveau en termes de sismologie comparée, de comparer donc l'atténuation avec la diffraction. Donc l'atténuation, c'est typiquement ce qui va amortir les ondes, hein, le fait que vous avez des volatiles, de l'eau, des choses comme ça, ou que les roches sont chaudes, mais là en l'occurrence c'est de la croûte, donc c'est plutôt de l'eau. Avec la diffraction. La diffraction, c'est toutes les petites hétérogénéités, les fractures, les discontinuités, des choses comme ça. Donc, pour faire simple, plus une planète va être, plus une planète va avoir une croûte cassée par des impacts de météorites et sèche, plus elle va être dans ce côté-là de cette figure, et c'est typiquement la Lune. Plus une planète va avoir de l'eau et puis une croûte relativement jeune, elle va plutôt se situer de ce côté-là. Et vous voyez que c'est la Terre qui s'y trouve. Et puis Mars, on se trouve à peu près par là, encore une fois, entre la Terre et puis la Lune. Donc encore une fois, un exemple de comparaison entre deux planètes, où on apprend finalement des choses, y compris sur les hétérogénéités dans la croûte, la teneur en volatile, etc. Donc ça, c'était typiquement fin 2020, on avait commencé à remplir cette case-là, et puis on avait commencé à remplir ces deux cases-là, et c'était déjà pas si mal, donc vous retrouverez ça dans tout un ensemble de papiers qui ont été publiés, à cette époque-là. En 2021, on est allé beaucoup plus profond, on est allé donc d'abord dans le manteau, et puis on a vu le noyau, et puis on a finalisé la croûte. Donc ça a été 3 papiers de Science qui ont été publiés durant l'été. Alors, le premier article, c'était d'essayer de déterminer la structure du manteau avec une station. Et donc, l'idée, c'est qu'on a utilisé des ondes directes, comme ceci, et puis on a utilisé les phases qu'on appelle les phases réfléchies, PP ou SS, qui vont se réfléchir une fois pour la PP,
et 2 fois pour la PPP. Et en fait, encore une fois, l'idée, c'est que l'onde part dans presque la même direction, vous voyez, entre celle-là et celle-là, mais celle-là, elle va échantillonner la structure plus superficielle que celle-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de prendre cette onde qui est ici et d'essayer de trouver dans le signal un écho, entre guillemets, de cette onde. Et donc la technique est assez simple, on prend la grise là, et puis on la décale en temps et puis en amplitude pour essayer de voir quand est-ce qu'on la retrouve. Et en fait, cette onde grise, en fait, on la retrouve ici. Et donc du coup, cette distance-là en temps nous donne la différence de propagation entre cette onde-là et puis cette onde-là. Et puis cette différence d'amplitude nous donne le coefficient de réflexion à la surface. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et à partir de ça, on avait des données qui nous échantillonnaient, le manteau ici, et puis des données qui nous échantillonnaient le manteau là. Autrement dit, on était capable de déterminer le gradient de vitesse, enfin la profondeur. Voilà, donc ça nous a permis d'obtenir ces modèles que vous avez ici. Donc encore une fois avec la croûte là, pour les 50 premiers kilomètres. Et puis la structure, profonde. Alors le point important, c'est que finalement les vitesses sont relativement homogènes. Il y a même une petite décroissance des vitesses S. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que sur Mars, on a une augmentation de la température continue jusqu'à à peu près 500 km. Donc c'est ce qu'on appelle l'épaisseur c'est ce qu'on appelle la lithosphère thermique, c'est-à-dire la zone de la planète où on a de la conduction de la chaleur, alors qu'ici on commence à avoir de la convection. Et donc ça c'est un point important. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de comparer Mars avec la Terre. Donc maintenant, sur Terre, on a plutôt des épaisseurs de la lithosphère thermique qui sont de l'ordre de 50 à 100 km, voire quelques fois moins au niveau des dorsales. Là, on a une épaisseur de la lithosphère thermique de 500. Et indirectement, comme vous voyez qu'on a la température ici, la température là et la profondeur. Donc ça veut dire qu'on a le gradient de température, et donc si on fait une hypothèse sur la valeur du coefficient de conductivité thermique, ça nous donne le flux de chaleur. Et donc c'était une façon de rattraper le coût d'HP3. Alors sûrement nos collègues d'HP3 n'étaient pas trop heureux qu'on leur dise qu'on fait la mesure, mais finalement on a fait la mesure. Alors ceci dit, il ne faut pas exagérer, c'est une mesure qui est pleine d'hypothèses. Il faut faire l'hypothèse de la conductivité thermique dans le manteau, et puis il y a la grande inconnue qui est quelle est la quantité de flux de chaleur qui sort de la croûte. Mais bon, néanmoins, ça nous permettait d'avoir quelque chose dans ce sens. Deuxième point important, le noyau. Donc là, l'idée va être un peu la même, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ondes qui se réfléchissent au niveau, du noyau et qui remontent. C'est des ondes qu'on appelle les SCS. Et ces SCS, vous voyez, elles sont par ici. Donc, ce n'est pas super clair. Mais encore une fois, il va y avoir la même idée. C'est on va rechercher une onde qui ressemble à l'onde S et d'essayer de voir où est-ce qu'elle se trouve dans le signal. Et alors, elle est typiquement un facteur 10 fois plus grande que le bruit du vent. Ça, c'est un bon point. Par contre, elle n'est pas beaucoup plus grande que les ondes diffractées dans le manteau. Donc ça, c'est un mauvais point. Donc il y a encore une fois cette idée d'essayer de retrouver la recopie de l'onde S. Et à partir de ça, on a pu déterminer la profondeur possible, donc le rayon possible du noyau. Et une des surprises, c'est qu'on a trouvé un noyau qui est relativement gros, 1830 km, plus ou moins 40 km, avec une masse volumique de 5,7 à 6,3 grammes par centimètre cube, donc une densité avec ces mêmes valeurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on met tout le soufre qu'on a a priori dans Mars, on n'arrive pas à faire un noyau aussi léger que ça. Donc ça veut dire qu'en plus du soufre, il faut sûrement rajouter d'autres éléments légers. Alors ne me demandez pas lesquels, parce que de toute façon, même sur Terre, on ne sait pas vraiment très bien quels sont les éléments légers dans le noyau. Mais donc, en tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il faut des éléments légers pour avoir ces densités-là.
Et donc, du coup, ça nous a permis d'avoir, ces modèles qui étaient un petit peu le deuxième objectif. Dernière chose, la croûte. Cette dernière partie-là de la planète. Donc là, de nouveau, on utilise ces techniques, de fonction récepteur. Alors, pourquoi ici ça ne marche pas, je ne sais pas. Et cette fois-ci, en fait, ce qu'on a détecté des marqueurs qui sont à plusieurs secondes, entre 5 et 10 secondes que vous avez ici. Donc à chaque fois que vous avez un pic d'énergie, ça veut dire que vous avez une conversion. On a utilisé aussi ce qu'on appelle des analyses de bruit, c'est-à-dire qu'en permanence, le bruit de l'atmosphère fait vibrer le sol, que les vibrations, elles se propagent, et puis qu'elles vont se réfléchir au niveau des interfaces et remonter vers le capteur. Et donc, en gros, à chaque fois que vous avez un pic ici, ça vous dit que vous avez de l'énergie qui remonte vers la surface après 5 secondes de propagation aller-retour, après 10 secondes de propagation aller-retour, après 15 secondes de propagation aller-retour. Et encore une fois, ça vous donne la distance en temps de propagation. Et à partir du moment où vous prenez des vitesses raisonnables pour la croûte, ça vous donne la profondeur. Il y a eu tout un débat pour savoir si c'était entre 20 et 30. C'est amusant parce qu'au début c'était 20 ou 30, après c'était peut-être plutôt 30 et puis aujourd'hui on est peut-être plutôt 20. Donc on est en train de converger mais d'une manière oscillante mais je pense qu'on converge plutôt vers 20. Voilà, donc ça c'était la vision de la croûte donc, à la fin de l'année dernière 2021. Donc on commençait à être plutôt content, donc vous voyez on avait rempli toutes nos cases. Alors, le remplissage de cases, c'est important parce qu'après, ça permet au PI de la mission, Bruce Banner, d'aller voir la NASA en disant vous voyez, votre chèque d'1 milliard, je veux dire, je l'ai, j'ai bien utilisé votre argent parce que je vous ai donné ce que j'avais promis. Parce qu'en fait, ces objectifs-là, c'était les objectifs qu'on appelle de niveau 1. C'est-à-dire, c'était le contrat de la communauté scientifique avec la NASA. En gros, pour que la mission soit un succès, il faut que ces objectifs soient obtenus. Voilà, et donc on y était presque, on avait ça là. Donc ça, c'était le dernier truc, alors Lucie va plus en parler. Donc les impacts. Alors on avait fait cette image où dans notre optimisme raisonnable, on imaginait que l'impact avait lieu assez proche. Puis vous voyez qu'on avait été fin de mettre une grande traînée comme ça, atmosphérique. Et alors on n'avait pas complètement tort. Et donc effectivement, à la fin de l'année dernière, on s'est aperçu que sur certains signaux, on avait un sweep de fréquence où on avait des signaux comme ça, assez dispersifs, vous voyez, des signaux comme ça, qui étaient plutôt haute fréquence, ça c'est 10 Hz, ça c'est en fait 0,2 Hz, donc on est entre 5 et puis quelques Hz, et donc ce n'est pas des ondes de surface, c'est autre chose, et on a retrouvé ces signaux-là sur plusieurs enregistrements. Vous en avez un ici, vous en avez un autre là. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces signaux? A priori, c'est des signaux qui sont associés à des ondes acoustiques, qui sont associées à l'impact quand ils rentrent dans l'atmosphère. Donc le premier signal, on pense ici, c'est que c'est l'explosion de l'impacteur vers une petite dizaine de kilomètres, et puis il y a une deuxième explosion, et puis ensuite il arrive au sol, et puis il explose au sol. Et en fait, il se trouve que des signaux comme ça, on les trouve aussi sur Terre quand on fait des petites explosions qu'on détecte à grande distance, des petites explosions, c'est-à-dire quelques centaines de tonnes, des choses comme ça, et qu'on arrive à détecter à quelques centaines, voire milliers de kilomètres. Et finalement, en regardant toutes nos données, en fait, on s'est aperçu qu'on a 5 impacts qui ont eu lieu à moins de 250 km, qui ont été détectés. Donc c'est un papier qui... Donc vous voyez, c'est écrit ici. Voilà. Donc ne tweetez pas et ne mettez pas ça sur Facebook et n'en parlez pas et prenez pas ça en photo. Donc
Donc c'est un papier, j'ai mis 2020, non c'est 2022, donc qui est en révision et qui sera dans Nature Geoscience d'ici, je pense, l'été. Et vous aurez d'autres nouvelles encore plus extraordinaires cet été ou cet automne. Mais je m'arrête là pour les nouvelles extraordinaires. Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ça c'est les dernières images, hein, le 6 juin. 1253, donc vous avez donc le lander a safé parce qu'il y a eu une tempête, donc pendant un peu plus d'une semaine on n'a pas eu de données, donc il s'est remis en route. On n'est pas très loin de 2 années martiennes, 1,87 années martiennes. Et aujourd'hui, les données, elles ressemblent à ça, c'est-à-dire on ne marche pas pendant une période du jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de puissance électrique pour faire marcher la mission. Et donc, on était propre et on ne l'est plus. Donc vous voyez la différence. Alors, on pourrait dire c'est le jeu des 7 erreurs. Alors trouvez-moi les 2 erreurs. Les 2 erreurs, c'est que vous voyez que les trucs blancs, ils restent blancs. Et voilà, et donc ça c'est des Espagnols qui ont trouvé le monsieur propre du coin. Et le monsieur propre du coin, en fait, il se trouve que la surface de cet instrument a un potentiel électrostatique qui est contrôlé par l'instrument. Voilà. Donc en fait, c'est un bel exemple de force électrostatique et de poussière qui sont collées. Pour la petite histoire, il y avait un système électrostatique sur les Mars Exploration Rover et cette mission qui a réutilisé les panneaux solaires de Phoenix n'en avait pas. Voilà. Et puis les Chinois qui sont posés sur Mars l'année dernière, ils en ont un aussi, de protection électrostatique. Donc c'est un grand succès, mais on aurait bien aimé que les forces de Coulomb ne nous embêtent pas trop. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc maintenant vous avez la réponse à ma deuxième slide. Donc comme le CNES tout de suite a des petits problèmes budgétaires pour les années à venir, on lui a dit on va faire de la réutilisation de stock. Et donc on a réussi à convaincre le CNES, un peu difficilement au début, de réutiliser nos modèles de rechange et surtout on a été sélectionné par la NASA pour les réutiliser. En fait c'est plutôt comme ça, on a été sélectionné par la NASA et après on a convaincu le CNES de le faire. Et donc un de nos modèles de rechange va aller sur la face cachée de la Lune, donc dans le bassin d'impact Schrödinger, où, comme chacun sait, il y avait peut-être une base nazie qui avait été installée. Donc il y a des films de science-fiction qui brodent là-dessus. Mais bon, plus sérieusement, ça sera la première fois qu'on ira sur la face cachée de la Lune avec de la sismologie, et on devrait être lancé en 2025. Sur un lander qui sera un lander commercial qu'on ne connaît pas encore, avec une transmission radio qui va être une prestation de service à une entreprise commerciale qu'on ne connaît pas encore. Et donc, du coup, on est en train de faire un instrument pour un lander qui n'a pas encore été sélectionné par la NASA, qui va transmettre des données depuis la face cachée de la Lune avec un relais radio qui n'a pas encore été sélectionné par la NASA. Donc, mais néanmoins, il n'y a aucun souci parce que c'est cette nouvelle idée de mettre des petites boîtes, des grosses boîtes commerciales et de faire une exploitation beaucoup plus commerciale de la Lune. Mais le point plus important, c'est qu'il va y avoir de la sismologie en 2030 sur Titan. Va y avoir sûrement de la sismologie, on espère, sur les missions Artemis. Et avec des collègues qui travaillent sur des ondes gravitationnelles. On imagine même faire de la détection d'ondes gravitationnelles par le biais de la sismologie sur la Lune vers 2035 ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous savez que tout est sur ce site. Vous pouvez avoir accès aux données, aux articles scientifiques. Et puis, on a
on a finalement fait pas mal de choses avec cette mission. Voilà. Donc si vous avez des questions.